Je vais donc appeler Timothée Gérardin. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, le voici. Pour donc la toute dernière partie de ce week-end, c'est-à-dire la restitution par les deux grands témoins. Oui, on peut applaudir nos intervenants, effectivement. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier quand il y a eu la présentation des deux grands témoins, donc bon, je viens de présenter Isabelle, donc ça c'est fait. Et Timothée Jardin est donc critique de cinéma et il est l'auteur de très nombreux articles et de quelques ouvrages. Un qui s'appelle Ciné Miracle, l'émerveillement religieux à l'écran, qui est paru à Playlist Society en 2020. Et pour ce qui nous concerne, un livre qui s'appelle Christopher Nolan, La possibilité d'un monde, chez le même éditeur. Oui. Et le plus récent, Fred Astaire, la haute société du spectacle. Fred Astaire aussi, d'accord. Qui date d'un an, voilà. Donc Fred Astaire, on s'est dit avec Isabelle qu'on allait sûrement faire un peu des claquettes pour réussir à faire cette présentation. Vous devez être bien fatigué. Eh ben, à vous. et bien frigorifié. Donc nous avons ouvert le colloque hier après-midi sur le très beau dessin de Peter Strain qui met si bien en image la collision des multiples univers chez Nolan à travers la fusion des visages de ses personnages. À travers les entrées multiples présentées ce week-end, a été esquissée l'image d'un réalisateur polymorphe, désireux de garder le contrôle sur son œuvre. On l'a comparé à Kubrick, on a vu qu'il refusait au maximum de recourir aux effets spéciaux numériques, on a vu aussi sa volonté de garder des sorties, et heureusement, de ses films en salle, etc. Donc ça, c'est effectivement ce qui s'est esquissé, et je pense que Timothée donnera en fait l'idée des différentes entrées sur ce qui est Christopher Nolan, qui évidemment jeu est un autre, et jeu est toujours un autre dans tous les cas. Donc nous avons ensuite ouvert la biennale avec des questions d'astrophysique et sur ce que Christopher a appelé la suspension d'incrédulité qui caractérise notre position de spectateur face au film de Nolan, notamment Interstellar, qui s'inspire beaucoup, comme on l'a appris à ce moment-là, de 2001 Odyssée de l'espace, en donnant par exemple au robot TARS la forme du monolithe chez Kubrick. Dans ce panel, tous nos intervenants ont réfléchi à la façon dont Interstellar naviguait entre l'émerveillement, le merveilleux scientifique et le romantisme, tout en ne s'accordant pas d'ailleurs sur la définition. Alors, pour Roland Le Houcq, il s'agit essentiellement de merveilleux scientifiques. Il cite Maurice Renard et puis on a cité aussi Jules Verne. Donc, pour lui, le présupposé du film chez Nolan relève de la science. Mais le Tesseract, par exemple, nous fait plonger dans l'esthétique du merveilleux. Un des tours de force de Nolan dans Interstellar est d'ailleurs de nous donner à voir le temps spatialement. Or, l'image merveilleuse que nous voyons à l'écran a bien un fond scientifique et un fondement théorique, car nous savons qu'il y a plus de dimensions spatiales que celles que nous connaissons actuellement. Ainsi, par exemple, si l'image d'Interstellar qui représente le trou de verre a été calculée par Kip Thorne, elle n'est pas une image scientifique puisqu'on la voit, on a eu une belle démonstration, en lumière visible alors qu'on ne devrait pas la voir. Donc il n'y a pas non plus, nous disait Roland hier, de raison pour que le disque soit brillant en lumière visible. Il s'agit évidemment du choix plastique de Nolan. Et en fait, ces derniers éléments nous faisaient doucement glisser vers la proposition d'Elsa de Smet qui, elle, effectivement, s'est intéressée à la dimension plastique et artistique des prédécesseurs de Nolan, en préférant pour sa part nous parler de romantisme plutôt que de merveilleux, car le romantisme, nous a-t-elle dit, suppose une installation sensible dans un paysage de l'imaginaire. Alors que, si vous vous rappelez, Roland nous parlait de sense of wonder, cette espèce de sentiment d'émerveillement qui marquerait plutôt une rupture en fait avec une esthétique précédente en créant un effet de suspens, d'arrêt devant la merveille représentée. Donc, ce que nous dit Elsa de Smet, c'est que pour elle, ce dont il est question chez Nolan, c'est de la façon dont on construit le monde de façon sensible. Elle s'intéresse ainsi aux vues d'artistes et à la façon dont l'image est perçue comme un point de rencontre entre savants et néophytes, et un espace de réconciliation entre les sciences dites dures et les sciences dites humanistes, on va dire.
Nous avons ainsi opéré avec elle un voyage fantastique dans l'espace à travers les vues paysagères inventées par les artistes à partir du 19e siècle. Dans le second panel, nous avons rencontré les différents visages de Batman et Batman lui-même s'est invité sur le plateau. J'avais envie de dire que c'était un Batman un peu fatigué, comme je sais qu'il n'est pas là. Il n'était pas tout à fait en forme, je me rappelais pas, ou alors il rend mieux à l'écran, peut-être, c'était ça. Donc Thierry Hoquet nous a d'abord proposé une catégorisation de ce qu'il appelle les presque humains, et nous a présenté notamment l'organorgue, cet individu qui est humain, mais dont l'équipement vient compléter, prolonger, dans une sorte d'harmonie, en fait, l'être de chair. Nous avons appris pendant ce panel que le ténébreux Batman avait été inventé en réponse au lumineux Superman et que contrairement à celui-ci, il se caractérise non seulement par son rapport au gadget, qui à cet égard, je cite, fait de lui un fantasme capitaliste de l'homme moderne. Ça, c'était Dick Tomaszowicz qui nous a dit ça. Fantasme capitaliste un peu à la James Bond. Et un individu qui déteste le personnage social de Bruce Wayne qu'il est obligé d'incarner au quotidien. Dans le monde de Batman, l'idée de contagion est omniprésente, avons aussi appris, et Batman lui-même se met en scène pour fonctionner comme une rumeur, une légende urbaine, une espèce de croque-mitaine pour les vilains, parce qu'il est obligé de faire peur, étant donné qu'il est marqué par son ordinarité. Mais Batman reste un personnage raide et rigide. Le véritable acteur, le conteur, l'homme de scène, c'est bien évidemment le Joker, que ce soit dans son incarnation par Jack Nicholson chez Tim Burton ou par Heath Ledger chez Nolan. En outre, ce qui se dessine comme point commun dans les différents Batman de Nolan qui sont sortis respectivement en 2005, 2008 et 2012, c'est que ce sont des films du trauma et des films traumatiques du post-11 septembre qui portent donc l'empreinte de cet événement. Ce trauma sur fond de crise politique trouve deux ramifications dans les films qui le mettent en abîme. D'abord, c'est le trauma originel qui est à la source de la vocation du petit Bruce. Alors, on a essayé de savoir si le trauma originel, c'était celui de la perte des parents, de la tombée dans le puits ou de l'opéra de Méphistophélès. Peu importe, il y a ce trauma qui est une constante. Et puis, il y a le trauma que j'aurais appelé conjoncturel des attentats du 11 septembre et de ses conséquences comme le Patriot Act, la politique de Bush, puis celle de Trump. C'est à cette lumière qu'on lira la volonté de surveillance omniprésente dans la trilogie, qui va jusqu'à transformer Batman dans The Dark Knight en une sorte de Big Brother qui place toute la ville sous l'œil intrusif d'une multitude de caméras à la manière du panopticon de Foucault. Pardon. J'ai jamais eu autant. Une soif inextinguible. Je n'arrive pas à parler, veuillez m'en excuser. Enfin, le dernier panel de la journée d'hier nous a fourni des clés précieuses afin de comprendre la façon dont Nolan collaborait avec Hans Zimmer, mais aussi ce qui se cache derrière les partitions hypnotiques issues de cette collaboration. Les deux hommes, avons-nous appris, ont travaillé sur 6 films ensemble. Nolan et Zimmer n'organisent pas ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire des spotting sessions entre réalisateurs et musiciens. Les spotting sessions sont les séances de travail pendant lesquelles on doit décider à quel moment intervient la musique et quel sera son enjeu émotionnel. Pour Interstellar, par exemple, Nolan va envoyer à Zimmer une simple lettre en lui disant qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre un père et son fils, puis entre un père et sa fille. Il change, comme le disait Donatien hier, le précisait. Zimmer, c'était peut-être pas Donatien d'ailleurs, c'était Ismaël, pardon. Zimmer va travailler donc à partir de ces indications, inquiet malgré tout que le caractère intimiste de sa musique n'aille pas très bien avec l'idée grandiloquente ou le côté grandiloquent de l'œuvre de Nolan. Évidemment, ce ne sera pas le cas. Nous avons appris, ou on nous a rappelé que Zimmer, c'est un autodidacte qui aime les musiques simples et dépouillées. Et ça, j'ai beaucoup aimé que l'on peut, dit-il, jouer d'un seul doigt sur le clavier. Ça me va très bien. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime expérimenter. Et en fait, Zimmer, qui a failli être ingénieur du son, il est influencé par la musique électronique et il s'intéresse
aux relations mathématiques et au tempi. Ça, c'est notre ami Emmanuel Bobet qui nous l'a dit. Dans Dunkerque, par exemple, car nous avons eu des exemples absolument édifiants, le rythme, nous dit-elle, sert de dimension pivot au récit. C'est la structure sonore qui va donner la temporalité du film. Nolan voulait, par exemple, que Zimmer intègre le tic-tac d'une montre dans la piste sonore. Le temps est en effet, on le sait tous, un élément central dans le cinéma de Nolan et le film Dunkerque en particulier. Et le tic-tac va dans la séquence donner un sentiment d'urgence, l'idée d'une course contre la montre, littéralement. Dans l'ouverture de The Mole, il intègre également des battements de cœur et des éléments bruitistes dans cette partition. Beaucoup d'exemples passionnants d'ingénierie sonore sur les films de Nolan nous ont été donnés, mais pour ma part, j'ai retenu la façon dont dans Inception, nous avons été bluffés par la transformation de la chanson d'Edith Piaf qui permet de réveiller les dormeurs en faisant passer d'un niveau de rêve à l'autre, puis d'un niveau de rêve à la réalité. En ouverture, la chanson de Piaf est ralentie au point de devenir méconnaissable. Emmanuel Bobet nous a d'abord fait écouter la version de Piaf, puis sa version à elle passée par un logiciel qui en a modifié la vitesse, ce qui lui donne un son plus grave et extrêmement inquiétant. Et puis enfin, nous avons écouté la version d'Hans Zimmer, qui est très proche de la deuxième version et qui devient complètement anxiogène, avec un effet, si j'osais dire, de déterritorialisation absolument incroyable. On a l'impression d'être dans un paysage sonore totalement étranger à ce à quoi on s'attendait. Donc cette première demi-journée consacrée à Nolan nous a donc montré à quel point celui-ci était un cinéaste de l'imaginaire à l'univers extrêmement varié, allant du polar, du film de science-fiction, de l'adaptation des comics, au film en costume et au film historique. Dans chacun de ces films, cependant, on reconnaît la signature de Nolan, et je pense que c'est ça en fait, c'est qu'il y a vraiment cette patte qui fait le cinéaste. Vous savez, en cinéma, on fait la différence entre ce qui est un réalisateur et celui qui est un cinéaste. Hein, le réalisateur est du côté, même si c'est pas du tout, pour moi, un jugement de valeur, du côté de l'artisanat, de la répétition, etc. Le cinéaste est celui qui a un regard particulier sur le monde. Eh bien, on voit la signature de Nolan dans sa passion pour les temporalités contrariées, les jeux architecturaux paradoxaux, les mind games notamment. Mind games, c'est ça que j'essayais de vous dire. Mais ce qui ressort aussi de ces différentes présentations, c'est le romantisme d'un auteur qui, malgré le caractère alambiqué de ses intrigues, a un vrai penchant pour le mélodrame, la psyché des personnages et les relations humaines. Je laisse maintenant la parole à mon cher ami Timothée. Merci beaucoup Isabelle. Et juste pour rebondir, en fait, donc nous on s'était un peu répartis les deux journées. Donc Isabelle s'est consacrée à la première journée. Et moi maintenant je vais vous restituer celle que nous venons de vivre. Mais juste avant, je voulais rebondir sur ce que tu viens de raconter vraiment de manière super synthétique. C'est vraiment agréable de repartir comme ça avec l'esprit bien rangé, avec tout ce qu'on a entendu de la journée d'hier. Donc merci. Et effectivement, j'ai été marqué par cette idée de l'influence du romantisme qui est effectivement très prégnante chez Nolan. J'ai été vraiment très embarqué par la conférence sur l'astrophysique et ce qui m'a amené à comprendre à quel point les questions de représentation et les questions esthétiques étaient elles-mêmes des questions scientifiques en fait qui se posaient très concrètement pour les chercheurs et donc dans les différentes représentations du trou noir, c'était vraiment intéressant. Et aussi effectivement sur la musique, j'avais toujours senti qu'il y avait une patte Nolan, alors que pourtant il est passé par plusieurs musiciens, et donc on comprenait à quel point il s'investissait lui-même et il faisait travailler très en amont ces compositeurs-là. Donc aujourd'hui, en fait, on a eu trois moments aussi super intéressants. Un premier sur Nolan et le jeu. Je schématise le titre. Je crois qu'il était un peu plus poussé, mais en gros, c'était cette idée. Il y a une première phrase que j'ai retenue, que je trouve super importante, qui est de dire que l'espace. Je crois que c'est Donatien qui a dit ça. L'espace est aussi important que le temps chez Nolan. Donc on est souvent amené à dire que le temps c'est sa grande thématique, mais en fait pour que le temps puisse être une thématique, il faut qu'il y ait une concrétisation par la mise en scène et donc une concrétisation par l'espace. Et donc Donatien Aubert a eu l'occasion de retracer la manière dont le film s'inscrit dans l'histoire des arts de la mémoire.
ces lieux ou ces objets ou ces dispositifs qui permettent en fait de donner une existence un peu concrète à l'espace mental qu'on se fait pour conserver des souvenirs. Et donc ça, c'était moi personnellement quelque chose que je méconnaissais totalement et qui était très intéressante de voir. Ensuite, il y a eu tout un aspect sur les influences de Nolan, influences tantôt classiques, tantôt un peu plus récentes, tant de la part de Donatien que d'Ismaël. Et donc ça, c'est très intéressant, notamment pour les influences classiques, parce que je voudrais rappeler que Nolan, il a étudié la littérature à l'université de Londres, ouais, voilà, UCL. Voilà ça. Et donc en fait c'est un lettré. Il adore la littérature. Et donc on l'a vu aussi avec l'exemple de Borges dont on reparlera après. Mais il en parle pas tant que ça. Voire comme on a eu dans l'exemple pendant la conférence, il va dire oui, il y a surtout des explosions dans mon film. Ok, on peut parler de l'Odyssée si vous voulez, mais on peut surtout parler des explosions de mon film. Donc il a cette modestie assez british. Qui est à la fois assez américaine dans cet amour pour le blockbuster, qui est un peu sa patte. Et donc je trouvais ça super qu'il y ait cette présentation sur ces influences classiques, notamment sur Dante par exemple, dans Insomnia, et donc ça c'était vraiment très éclairant. Les influences cinématographiques qui ont été maintes fois soulignées, notamment l'année dernière à Marienbad d'Alain Resnais. Donc ça aussi c'est très éclairant. Et ensuite Ismaël, donc dans cette conférence, est revenu plus sur l'histoire du fantasme en fait des interactions du spectateur avec le film de cinéma, qui a commencé dès le début comme il nous l'a montré avec un extrait. Et finalement ce fantasme, il a eu l'occasion de plus en plus de s'exprimer au fil de l'histoire du cinéma, et il a connu diverses utilisations. Il donnait l'exemple, comment ça s'appelait déjà, enfin l'ancêtre du magnétoscope, hein, en gros un outil qui permettait de regarder le film et de jouer sur son déroulement. Multiscope, c'est ça ? Mutoscope, voilà. Et jusque à l'histoire du jeu vidéo qui a été aussi retracée, et pareil sur l'influence, non pas, alors ça aussi c'est intéressant, c'est que Nolan, ce qu'on comprend dans cette conférence, n'a pas été influencé directement par certains jeux vidéo, mais a repris plutôt les structures et les manières de penser propres aux jeux vidéo. Et donc ça c'est pareil, voilà, il va pas en parler clairement, mais on voit bien qu'il l'intègre dans sa manière de faire. Et la conférence s'est terminée par une hypothèse assez stimulante sur Inception. Si on en faisait un univers de jeux vidéo, comment on ferait? Et donc, ce qui était amusant dans le fait de faire cette hypothèse, c'est que ça invitait aussi les spectateurs de la conférence à se demander. Donc, il y avait aussi des interactions avec les gens de la conférence. Donc, voilà, c'était un voyage intéressant et très varié dans cette idée de ludicité de l'univers de Nolan. Seconde conférence sur Oppenheimer, qui a pris un peu les allures d'un procès au fur et à mesure de la conférence. C'était très 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 intéressant. Finalement, il y avait un peu deux visions qui s'opposaient. L'une, celle je me souviens plus trop des noms, donc c'est Benoît Pélopidas, voilà, désolé du coup, qui pour lui, Oppenheimer a vraiment, enfin le film de Nolan consacre la mise en scène de lui-même qu'Oppenheimer a fait, la mise en scène de lui-même comme martyr en fait de cette situation politique et historique, et qui s'est créé voilà une espèce d'aura de scientifiques ultimes et de personnes ayant des regrets sur, enfin se demandant les conséquences de ce qu'il a fait, etc. Et il trouve que le film de Nolan se complaît dans cette image-là, dissimulant les victimes, enfin les victimes futures aussi de la bombe atomique, passant aussi sous silence toutes les dissensions qu'il y a eu sur ce projet pendant le projet Manhattan, les scissions qu'il y a eu en cours de route, les gens qui sont partis, etc. Donc pour lui, il y a une vraie manière d'occulter en fait cette partie-là. Et la personne, donc Virginie Aulagnier, qui était oui c'est ça, qui était Aulagnier, pardon, qui était en face de lui, disait à l'inverse, même si voilà, elle faisait pas d'agiographie d'Oppenheimer, mais donc elle est l'autrice d'un livre sur Oppenheimer, d'un roman.
Et elle considère que, en un sens, c'est une véritable victime malgré tout, qui a été plongée, qui a été réquisitionnée sur ce projet, qui a subi un peu la conjoncture à la fois historique, politique, et voilà, elle a été prise dans l'espèce d'accélération de l'histoire, quoi. Peut-être que ce qu'on n'a pas interrogé, parce que la discussion était passionnante, c'était que il y avait des choix de représentation et des choix esthétiques et plastiques qui avaient été faits, et que peut-être il n'est pas si étonnant que ça qu'un réalisateur qui a bien des égards doit se penser comme Démiurge ait eu envie de créer une mythographie sur un personnage qui lui-même, on nous disait, avait été considéré comme l'inventeur de résolutions, etc., qu'il n'avait pas inventé, parce qu'il était question d'écrire une mythographie, et que peut-être, là aussi, c'est Nolan qui se met en scène, se met en abîme, et qui lui-même se retrouve dans un personnage qu'il a envie quelque part de déifier, en tout cas de singulariser, de rendre encore plus exceptionnel que ce qu'il était. Et là, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'écriture filmique, qui expliquerait bien des choses dans les partis pris qui ont été faits. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la personne Benoît Pelaidas. Je veux dire, sur la partie, il considère que c'est un meilleur personnage de Nolan que un personnage fidèle à la réalité historique, quoi. Lui, il disait finalement, c'est un bon personnage de Nolan, je sais pas si c'est un bon Oppenheimer, quoi, en gros. C'est un peu son... C'est une construction de toute façon fictionnelle. Oui, de toute façon, on peut pas faire autrement. Mais moi, donc, ce que je retiens finalement de ces deux visions antagonistes, c'est le fait que je pense qu'on retient surtout l'image d'un personnage assez complexe et ambivalent, qui a été pris dans l'histoire de l'alliance entre la science, la technique, la course de l'histoire aussi avec la guerre mondiale, et l'alliance nécessaire avec les gouvernements. Et la métamorphose de la science allant vers plus de la technoscience et l'alliance avec des sujets militaires. Et donc ça renvoie aussi au film qu'on a vu de Donatien Aubert sur cette espèce d'histoire justement qui va de la guerre mondiale jusqu'à la cybernétique en passant par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et sur la troisième conférence à laquelle on vient d'assister, finalement elle était vraiment en trois parties. Déjà un hommage à Borges, dont Sam Azulis a souligné que Nolan avait dit que Borges avait le secret pour dramatiser les idées métaphysiques. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi passionnant parce que ça a rappelé ce qu'on a dit sur la science avant. C'est que Nolan aime représenter des concepts scientifiques, mais il aime aussi représenter des concepts métaphysiques. Et c'est ça qu'il apprécie en Borges. Et ces concepts métaphysiques, c'est quoi ? C'est les questions d'identité, de double, de déterminisme, de hasard, et donc il a cité Spinoza, etc. Donc ça c'est pour l'influence de Borges, et on retrouve des liens très spécifiques sur chacun des films. Il y a Funès et la mémoire pour Memento, mais je commence pas le listing parce que sinon il y en a beaucoup. Deuxième point, on a eu plutôt un topo sur le cinéma et la manipulation par l'exemple du Prestige, et notamment par l'exemple de la séquence d'introduction du Prestige, en montrant un peu son caractère retors et la manière dont il enchevêtre les points de vue, les narrations, les énigmes à résoudre de manière insensible. On parlait tout à l'heure du ruban de Mobius, mais pour moi cette séquence d'introduction, et donc ce qu'a bien montré l'intervenant, pour moi cette introduction est vraiment là à mélanger, et on passe insensiblement d'un narrateur à un autre, d'un point de vue à un autre, et on sait plus vraiment où on va. Et donc voilà, ça a été détaillé par le second intervenant, Gilles, dont je n'ai plus de nom de famille malheureusement. Menegaldo, voilà. Et enfin, la dernière intervention, qui était celle d'Isabelle, mettait l'accent sur l'incroyable modernité des scénarios de Nolan, et notamment celui de Memento, dans sa manière. Et donc là, j'ai l'impression, parce que je dois restituer ce que tu viens de dire, en même temps, tu es juste à côté, donc si je dis une bêtise, tu m'arrêtes tout de suite.
Non, mais en gros, l'idée, c'est que finalement, ce scénario va plus loin que le récit enchâssé classique, parce que on est dans un récit enchâssé où chacune des strates peuvent s'influencer les unes les autres et qui surtout mettent en cause les structures classiques du roman à enquête, qui vont être l'idée qu'il y a des causes et des effets, oui, des causes et des effets, et que il y a une réalité stable sur laquelle on peut s'appuyer pour remonter de l'une à l'autre. Et là, en fait, justement, ce que vous avez montré, ce que tu as montré en l'occurrence Isabelle, c'est que ces récits passent d'un paradigme newtonien de la science à un paradigme quantique, où vraiment c'est le peut-être, la probabilité, l'hypothèse qui prend le pas, et donc c'est la notion de multivers et de coexistence d'univers possibles, donc c'était vraiment super intéressant aussi. Donc c'était vraiment une journée très complète, et moi je voulais juste donner un petit mot de conclusion sur le sujet de notre débrief qui est normalement oui, non, quand on a pris pendant ce week-end, il y avait aussi est-ce que Nolan est vraiment un autre, et donc moi, en fait, quand j'avais fait le livre sur Nolan, la possibilité d'un monde, j'avais justement fait cet exercice de essayer de trouver les points communs, de en fait montrer que c'est un cinéaste derrière le réalisateur, et donc pour ce faire, on cherche les thématiques communes, la manière de filmer qui sont communes, tout ce qui peut faire un peu système pour montrer qu'il y a une vision artistique, et donc tout ça tend à dire, effectivement, Nolan n'est qu'un seul, c'est lui. Et on a même souvent, en général, l'impression de quelqu'un d'un peu dans sa bulle, qui va se construire ses propres mondes à lui, de se démurge, etc., un peu insensible au monde extérieur. Et je trouve que ces 2 jours sont venus un peu brillamment, battre en brèche cette idée d'un Nolan dans sa bulle. J'ai vu au contraire un Nolan qui s'intéresse à l'astrophysique, qui s'intéresse à la musique, qui s'intéresse à plein de formes de narration, à l'histoire de la littérature mondiale, aux arts de la mémoire. Enfin bref, c'est une très grande variété en fait de domaines, de disciplines qui l'intéressent, qui l'investit. Et aussi, ça m'a intéressé de voir justement à quel point il se laissait imbiber par ses influences extérieures, et en même temps à quel moment il prenait la décision, enfin le curseur de sa propre vision artistique. C'est pour ça que l'exemple que tu citais de la représentation du trou noir, où on lui avait donné plusieurs choix de trou noir, et puis il a dit bah non, moi je veux le moins réaliste, mais bon, c'est quand même ma vision à moi malgré tout, et donc c'est là qu'on voit un peu le plus cinégénique. Voilà, c'est ça, le plus cinégénique, et donc on voit, et donc c'est ce qu'a aussi montré bien sûr l'échange sur Oppenheimer, c'est que voilà, il a fait des choix qui peuvent être contestables, de trahir la véracité historique, etc. Mais en même temps, il a construit un personnage complexe, ambivalent, et donc c'était super intéressant ces 2 jours de placer ce curseur entre sa curiosité pour le monde, la manière dont il s'en inspire, et la manière dont il l'utilise pour faire ses propres œuvres à lui. Et donc c'est vraiment ce que m'a montré pour moi ces 2 jours. Merci beaucoup, merci à vous.